Ok, donc le dossier 1. Le dossier 1, je vous propose, pour une fois, je vais vous lire l'énoncé et je vais vous dire ce que j'écrirai sur mon brouillon. C'est un TP de ce qu'on vient de dire. Personne ne me l'a dit en conf, hein, donc c'est vraiment de l'expérience personnelle et je ne sais pas si les gens vous le rediront, mais essayez de vous y tenir, c'est vraiment important hein, de faire un bon brouillon et de ne pas écrire « homme 57 ans, douleur abdo ». Voilà. Ok, donc, vous recevez en hospitalisation monsieur J'ai plus de rein, 57 ans. Bon, à la limite, homme 57 ans, vous pouvez vous dire PSA, TR, mais bon, voilà, en l'occurrence, ce n'est pas le problème. Qui a consulté aux urgences pour une asthénie marquée. Cliniquement, il présente une inflation hydrosodée. Donc, sur votre brouillon, vous marquez régime sans sel diurétique. Comme ça, vous n'oublierez pas. Surtout, plus l'énoncé est long, plus il faut faire ce genre de choses, parce que vous n'aurez pas le temps de le relire 20 fois, votre énoncé. Avec œdème des membres inférieurs et discret crépitant des bases. Discret crépitant des bases, attention au AP, oxygène. Cette fois, tu as le droit de le dire, oxygène. Voilà, sa pression artérielle est à 17,10, donc traitement antihypertenseur, il faudra le traiter à un moment. Il est pâle et présente des lésions de grattage, donc si vous êtes sympa, vous lui mettez des antihistaminiques. Ou vous le mettez en dialyse aussi, mais bon, ça on ne sait pas encore. Le bilan de débrouillage retrouve sodium 140, potassium 5,6. Alors, potassium 5,6, sous-cortical, ECG. Et il faudra traiter l'hypercalémie. Voilà. Créatinine 812. Alors, on peut dire qu'il est insuffisant rénal, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, insuffisant rénal, on a dit attention, pas d'HBPM et attention, pas de néphrotoxique. Urée 42, calcium 1,9, bah, faudra traiter l'hypocalcémie. Potassium 2,6, faudra traiter l'hyperphosphorémie. Réserve alcaline, donc vous savez, réserve alcaline et bicarbonate, c'est la même chose. 12, donc c'est hyper bas, normalement c'est 22-28, donc là c'est hyper bas. Donc il faudra traiter l'acidose. Ensuite, hémoglobine 8 g 1, il faudra traiter l'anémie, leucocyte, plaquettes normales, et bilan hépatique, hémostase normale. Alors ce patient ne consulte jamais de médecin, c'est mal, mais vous n'êtes pas obligé de le marquer sur votre brouillon. Le médecin, moi on le voit, et mieux on se porte, vous dit-il. Il n'a aucun antécédent, mais se souvient qu'on lui avait trouvé de la tension en médecine du travail il y a une vingtaine d'années. Il n'a pas consulté de médecin comme on le lui avait recommandé et n'a pas eu de nouvelle consultation en médecine du travail depuis. Il lui semble que la bandelette urinaire que l'on avait réalisée quand on avait trouvé de la tension était normale. Il fume un paquet de cigarettes par jour. Arrêt du tabac. Depuis l'âge de 16 ans. Vous réalisez une échographie rénale qui retrouve 2 petits reins symétriques de 8 cm. Quel est votre diagnostic? Alors, je ne connais pas ton prénom. Agathe. Agathe. Donc, Agathe, avec le micro, si tu peux. Ce que j'ai mis, c'était diagnostic donc une insuffisance rénale chronique d'origine vasculaire. D'accord, bah c'est très bien. Alors, quand c'est une insuffisance rénale à ce stade-là, on peut dire que c'est une insuffisance rénale terminale. Hein. Si on calcule son DFG, je pense qu'il est à moins de 15. Vous savez calculer un DFG? Je vous rappelle, hein, c'est la formule de Cockcroft. Bon, on a vu ça déjà à la dernière conf, mais c'est hyper important. Et alors, pourquoi d'origine vasculaire? Donc, le problème quand on a un patient qui arrive avec une insuffisance rénale et une hypertension artérielle, c'est qui est l'œuf, qui est la poule. Parce que les néphropathies, ça donne une hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, ça peut donner une insuffisance rénale chronique par ce qu'on appelle la néphroangiosclérose. Donc le problème, c'est de savoir où est l'œuf, où est la poule. La grande manière de discriminer un peu les différents profils d'insuffisance rénale, on va voir ça tout à l'heure, c'est ce qu'il y a dans les urines. Normalement, quand on a une néphropathie glomérulaire, on a une protéinurie et ou une hématurie. Quand on a une néphropathie interstitielle, on a une leucocyturie, souvent, ou une toute petite protéinurie. Quand on a une néphropathie vasculaire, on peut ne rien avoir. Souvent, on n'a rien dans les urines, ou alors une toute petite ch'touille de protéinurie, mais vraiment rien. Donc, si la bandelette est urinaire, donc là, c'est une HTA qui est ancienne, parce que ça fait au moins 20 ans que ça existe. Avec une bandelette urinaire initiale normale, ça oriente vraiment vers une HTA qui préexistait à la néphropathie, et donc vraiment vers une néphroangiosclérose. En plus, il y a un argument de fréquence, parce que c'est vraiment la première cause de mise en dialyse avec le diabète. Voilà, si jamais on vous avait dit, au moment où on lui avait trouvé de la tension en médecine du travail, il avait fait une bandelette urinaire où il y avait 3 croix de protéinurie, à ce moment-là, ça orienterait vraiment vers une HTA qui est secondaire à la néphropathie.
Donc votre diagnostic serait différent, vous diriez une insuffisance rénale terminale, probablement sur une néphropathie glomérulaire. Ok ? Voilà. Alors, votre externe, zélé, vous demande pourquoi on ne biopsie pas le patient. Qu'est-ce qu'on lui répond ? La biopsie n'est pas utile à ce stade et elle est dangereuse. Alors, elle n'est pas utile parce peu importe le mécanisme au niveau d'une insuffisance rénale terminale. Le diagnostic étiologique est présomptif puisqu'il y a une hypertension ancienne. Oui. Donc on suppose que c'est un mécanisme vasculaire. Et enfin, il y a beaucoup de fibrose à ce stade-là, donc c'est pas sûr qu'à l'anapathe on trouve quelque chose. Voilà. Et ensuite c'est dangereux parce que il y a un risque de majoration de l'insuffisance rénale. Et puis comme c'est des petits reins. Alors, oui, donc on va reprendre un petit peu ta réponse. Donc effectivement, en général, à ce stade-là, quand les reins sont tout petits, tout atrophiques, en fin d'évolution d'une insuffisance rénale, on fait une biopsie, on voit que de la fibrose. Les reins, ils sont tout verts et on ne peut absolument rien dire sur l'étiologie. Donc ça, déjà, en général, ça n'apporte rien. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces biopsies sont risquées. Le grand risque de la biopsie rénale, ce qui nous fait peur et ce qui fait quand même que de temps en temps, on perd des patients, c'est le saignement. Et en fait, quand les reins sont tout petits, tout fibreux, l'hémostase ne se fait pas bien. Et il y a un risque de saignement qui est encore plus important. Donc ça, c'est effectivement, ça n'apporterait rien et c'est risqué. Alors par contre, il y a quelque chose... Redis-moi le début de ta réponse, je voulais répondre à quelque chose et j'ai oublié ce que tu m'as dit. Peu importe le mécanisme et diagnostic... Ah, c'est ça, c'est sur le peu importe le mécanisme. Oui et non. Parce que, effectivement, à ce stade-là, je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Il y a quasiment aucune maladie qui, avec des petits, enfin, il n'y a aucune maladie qui, avec des petits reins de 8 cm, avec un traitement étiologique magique, te fasse revenir à des reins de 12 cm et un débit de filtration glomérulaire normal. Ça, c'est pas possible. Par contre, on est quand même intéressé de savoir le mécanisme parce que ce monsieur, il a 57 ans, il va sans doute être greffé. Et en fait, il y a un certain nombre de néphropathies qui est récidive sur les greffons. Et ça, c'est hyper important parce que ça change complètement la prise en charge et le suivi de ton patient greffé. Si tu as une néphropathie qui peut récidiver sur le greffon, par exemple les hyalinoses segmentaires et focales qu'on verra à la 3e conférence, ça récidive souvent sur les greffons. À la moindre protéinurie qui apparaît, tout le monde sort le bazooka, la biopsie et tout le monde s'inquiète beaucoup. La surveillance et la prise en charge est différente. Voilà, donc ça, c'est effectivement une petite nuance. Et c'est pour plus tard, pour quand il sera greffé. Voilà. Alors, les complications de l'insuffisance rénale chronique. Vas-y. Alors, je crois qu'il faut que tu prennes le micro pour ta question, sinon je la répète. Non, c'est peut-être stupide, mais le fait que l'hypertension ne soit pas contrôlée et franchement élevée, c'est pas une contre-indication à la biopsie? Alors si, mais c'est une contre-indication. Effectivement, on verra ça vers la fin, je crois, dans les contre-indications des biopsies rénales. C'est une contre-indication à la biopsie tout de suite, mais enfin, tu peux aussi lui donner un traitement antihypertenseur et puis le biopsier une semaine après, quand la tension est contrôlée. Mais effectivement. Alors, les différentes complications, je ne vais pas te faire la liste parce que c'est pas très sympa. Voilà, mais je te réserve une question ultérieure. Donc les différentes complications de l'insuffisance rénale chronique à ce stade complètement terminal, il les a toutes. Et il faut vraiment les connaître, c'est hyper important. Ce dossier d'insuffisance rénale chronique, à mon sens, c'est le plus important de la conf. Parce que je trouve que pour l'internat, on essaye de vous former à être deux bonnes choses, un bon généraliste et un bon interne de garde aux urgences. Et vous savez que la prévalence de l'insuffisance rénale chronique, elle est très importante. Et de plus en plus gérée par les généralistes, au moins en partie, parce que voilà, donc il faut savoir la dépister, tilter, 100 micromoles de créate chez une mamie de 30 kg, c'est pas normal. Et surtout la prendre en charge, connaître les complications, etc. Donc ça, à mon sens, il faut vraiment que vous maîtrisiez bien ce dossier. Vous devez savoir le refaire les doigts dans le nez. Ok ? Alors, les différentes complications de l'insuffisance rénale chronique, bon, c'est un peu la liste, mais c'est important de les connaître. On va les classifier par grands types. Donc, il y a les complications hématologiques. Donc, il y a l'anémie. Vous savez que le mécanisme de l'anémie dans l'insuffisance rénale chronique, c'est la carence en EPO, puisque l'EPO est produit par les reins. Et alors, il peut s'y associer aussi une carence martiale. En effet, l'autre élément des anomalies liées, enfin dans le cadre hématologique, c'est le syndrome hémorragique. En fait, l'accumulation des toxines dites urémiques, enfin qui ne sont pas que l'urée, c'est souvent toutes les autres toxines qui ne sont pas épurées par les reins, a un effet thrombopathique. Les plaquettes sont en bon nombre, mais ne marchent pas bien.
Et donc c'est fréquent les hémorragies digestives chez les insuffisants rénaux chroniques. Et donc il peut y avoir une hémorragie digestive à bas bruit, il y a par exemple des angiodysplasie du grêle ou des choses comme ça, qui donnent une carence martiale qui s'associe à la carence en EPO pour faire l'anémie. Donc il faudra penser, quand on traite une anémie du dialysé ou l'insuffisance rénale chronique, à mettre de l'EPO certes, mais aussi à dépister et traiter une carence martiale, parce que c'est fréquent qu'il y ait une carence martiale associée. Le deuxième type de complication, il est cardiovasculaire, et ça c'est absolument majeur. C'est-à-dire que la mortalité des insuffisants rénaux chroniques, la mortalité des dialysés, ça doit être la base pour vous, elle est cardiovasculaire. C'est les différentes toxines urémiques qui ne sont pas épurées par les reins, plus l'hyperphosphorémie, ça induit un vieillissement très très accéléré des vaisseaux. On a coutume de dire, par exemple pour les enfants qui sont mis en dialyse, que ces enfants, à 15 ans, si jamais malheureusement ils décèdent ou voilà, et qu'on étudie leurs artères, ils ont les artères de gens de 75 ans. Hein, c'est un vieillissement vasculaire très accéléré et absolument majeur. Voilà. Donc dans les complications cardiovasculaires, donc il y a l'hypertension artérielle, l'athérome, les calcifications vasculaires, donc en particulier en rapport avec l'hyperphosphorémie, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la péricardite urémique, donc ça c'est vraiment en stade terminal d'insuffisance rénale qu'on n'a pas dépisté à temps, etc. Il peut y avoir une péricardite qui est liée à l'insuffisance rénale. Les troubles hydroélectrolytiques, donc il y a l'hyperkaliémie, donc ça pour nous c'est extrêmement important. Je vous rappelle que les deux grandes causes de mortalité aiguë, disons. Donc la mortalité chronique de l'insuffisant rénal, c'est les mortalités cardiovasculaires. Mais de quoi ils meurent dans nos services quand on n'a pas fait attention, c'est l'hyperkaliémie et l'OAP. Donc c'est vraiment les deux grandes craintes de l'interne. Si on est samedi matin, qu'on a 3 salles à voir et 50 malades à voir en une matinée et qu'on n'a pas le temps de tout faire, on ausculte les poumons, on regarde le potassium, si c'est bon, ça attendra lundi. Okay. La deuxième complication hydroélectrolytique, c'est l'acidose métabolique, par défaut d'élimination des acides organiques. Donc ça aggrave l'hyperkaliémie, puisque je vous rappelle qu'il y a un transfert de potassium en fonction du pH. Plus on est acide, plus le potassium sort des cellules, plus on est hyperkaliémique. Ça aggrave les lésions osseuses, voilà. Et donc il y a aussi une rétention hydrosodée dans les troubles hydroélectrolytiques. Ensuite, dans les complications, disons, rhumatologiques, donc il y a les anomalies du métabolisme phosphocalcique, qu'on précisera un petit peu, donc, qui conduisent à une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, une hyperparathyroïdie secondaire à tout ça qui va être soit l'hyperparathyroïdie secondaire, soit même l'hyperparathyroïdie tertiaire, c'est-à-dire que la secondaire, c'est les parathyroïdes sont stimulés par l'hypocalcémie et produisent beaucoup de PTH. Tertiaire, c'est les parathyroïdes ont été tellement stimulées qu'elles deviennent indépendantes du stimulus calcique. Elles produisent de la PTH, de la PTH, de la PTH, et on passe même en hypercalcémie. Ça mime un petit peu une hyperparathyroïdie primaire. D'accord ? Voilà, sinon il y a la dénutrition qui est souvent importante, parce que quand on a 40 durées, on a le dégoût de la viande, on ne mange plus, on a un catabolisme accéléré avec l'acidité, etc., enfin le pH acide, donc voilà. Sinon il y a des complications neurologiques à type de crampes, polynévrite, complications dermatologiques, le prurite, hein, le stade terminal d'insuffisance rénale, il se gratte, les complications psychologiques et puis les complications de la technique d'épuration extra-rénale, mais ça on verra ça tout à l'heure. Donc le mécanisme, le profil de son anémie le plus probable, donc on a dit que le plus probable c'était la carence en EPO plus ou moins la carence martiale, mais en général c'est des anémies qui sont normochromes, normocytaires et arégénératives. Voilà. Alors, en supposant, ça c'est envoyer vos patients au néphrologue, en supposant que votre diagnostic étiologique initial était correct, votre patient a-t-il raison de vous dire que vous n'auriez de toute façon rien pu faire pour lui ? Et quels sont les 10 commandements de la néphroprotection que vous auriez mis en œuvre si vous l'aviez vu au début de sa maladie ? Alors, c'est pareil, c'est un peu une liste, j'aurais bien voulu t'interroger plutôt sur des petites questions, sauf si tu veux répondre. Bon, je t'interrogerai pour la prochaine. Donc, non, il a tort. Hein, quand on voit un néphrologue, donc quand on a une insuffisance rénale chronique, l'évolution naturelle, c'est l'aggravation, toujours.
Quand on a les mesures dites de néphroprotection, qui est un concept essentiel à maîtriser, ces 10 mesures de néphroprotection, vous devez les connaître absolument par cœur, c'est très très important. Donc quand on met en œuvre des mesures de néphroprotection, on peut soit ralentir la progression de l'insuffisance rénale, soit même la stopper. Donc ça c'est vraiment essentiel. Il faut absolument les mettre en œuvre et c'est pour ça que c'est important de dépister précocement les patients insuffisants rénaux chroniques. On se rend souvent compte en néphro que la plupart des médecins ne tiltent qu'à partir d'un chiffre de créate un peu arbitraire, situé en général autour de 200-300, où tout d'un coup ils se réveillent et ils disent « Ah, si j'envoyais mon patient chez le néphrologue ». C'est trop tard, hein, 300 de créate, c'est quasi la fin. Donc vraiment, dès que vous avez vous devez avoir des petits chiffres en tête, dès que vous avez plus de 100 de créate, vous envoyez chez le néphrologue, et même parfois 90 de créate chez une mamie de 30 kg, un petit peu âgée, ça fait déjà un débit de filtration glomérulaire qui est très bas. Donc pensez à calculer les débits de filtration glomérulaire, et puis envoyez chez le néphrologue tôt pour mettre en œuvre ces mesures de néphroprotection, et éviter que les gens se retrouvent en dialyse soit trop tôt, soit se retrouvent en dialyse tout court, parce qu'éventuellement on pourra éviter ça. Alors... donc déjà, le traitement, il est forcément étiologique. Hein. Là, en l'occurrence, c'est une néphroangiosclérose, donc le traitement de l'HTA, il était essentiel. Si on avait eu, par exemple, une autre néphropathie glomérulaire qui répond à la corticothérapie, on aurait pu mettre des corticoïdes ou je sais pas moi, une néphropathie aux AINS, on aurait arrêté les AINS. Donc le traitement étiologique, il est important. Et donc le traitement qui marche pour toutes les néphropathies, c'est le traitement de néphroprotection. Donc les 10 commandements de la néphroprotection, c'est une pression artérielle nickel, moins de 13,8 et moins de 125,75 si c'est un diabétique qui a une protéinurie supérieure à 1 g par jour. C'est un LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre. On les considère comme en prévention secondaire, même s'ils n'ont jamais fait d'accident cardiovasculaire. C'est une HbA1c qui est inférieure à 6,5. Donc il faut dépister un diabète. Et s'il a un diabète, le visser sévèrement pour que son équilibre soit parfait, dans la mesure du possible. C'est le sevrage tabagique, puisqu'il a vraiment été montré que le tabac aggrave et accélère l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. C'est une protéinurie faible. En fait, si on veut utiliser une métaphore qui n'est pas tout à fait exacte, mais qui est marquante, plus le rein pisse de protéines, plus il s'encrasse, plus l'évolution s'accélère. Et en fait, on a beaucoup de chance parce qu'on a maintenant 2 médicaments qui empêchent de pisser des protéines. C'est les IEC et les ARA2. ARA2 et Sartan, c'est la même chose. Donc IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, et ARA2, antagoniste du récepteur AT1 de l'angiotensine 2. L'activité physique aussi, ça a été démontré comme efficace. Le fait de surtout ne jamais prendre de néphrotoxiques. Donc les néphrotoxiques pour vous, c'est les AINS. Il faudra aussi faire... Alors, il y a 2 néphrotoxiques sur lesquels on ne peut pas être aussi catégorique. Forcément, les AINS, on les utilise en général comme antalgiques. On a plein d'autres antalgiques à donner aux patients insuffisants rénaux chroniques. Un insuffisant rénal chronique ne doit pas avoir d'AINS. Mais il y a 2 cas où c'est un petit peu plus pondéré. C'est les aminosides et c'est le produit de contraste iodé. Dans la mesure du possible, il faut éviter de donner des aminosides et du produit de contraste iodé aux patients. Évidemment, ce n'est pas toujours possible. Donc si jamais on donne des aminosides, c'est avec précaution, c'est-à-dire la dose est adaptée à la fonction rénale. On surveille de très très près les résiduels, etc. avant de réinjecter pour être sûr qu'on ne fait pas un surdosage qui serait largement néphrotoxique. Et le produit de contraste iodé, je vous rappelle que la prévention de la nécrose tubulaire aiguë au produit de contraste iodé, c'est l'hydratation. Surtout l'hydratation. Donc une hydratation, ça veut dire apporter du sel, c'est une hydratation extracellulaire. Dans la mesure où le patient va le supporter sur le plan cardiaque, etc. C'est sûr que ce n'est pas la peine de passer 3 litres de sérum Phi à un patient anurique, vous allez le passer en réa surtout, parce qu'il va se mettre en OAP. Mais sinon, l'hydratation, plus. Et comme petit addictif, mais j'aimerais que vous ne reteniez pas que ça, c'est le N-acétylcystéine, le mucomyste. D'accord ? Mais si vous ne mettez pas de N-acétylcystéine, ce n'est pas grave, parce que ce qui a surtout montré son efficacité dans les articles, c'est l'hydratation. Voilà. Donc pas de néphrotoxique, donc pas d'AINS, aminoside avec précaution et vraiment si c'est utile, mais bien sûr vous n'allez pas le laisser mourir d'un choc septique pour protéger ses reins, donc s'il faut, il faut. Et si besoin d'un scanner injecté avec un produit de contraste iodé, vous l'hydratez bien avant, on hospitalise les patients pour un scanner, quand ils sont insuffisants rénaux chroniques, pour les hydrater la veille jusqu'au lendemain soir. Voilà.
Des apports en sel pas trop importants, parce que plus vous mangez du sel, plus il va falloir en pisser, plus vos reins vont travailler. Hein, l'idée, c'est que vous avez un moteur un peu fatigué de voiture. Donc, deux manières de faire. Soit on appuie sur l'accélérateur, on y va à fond. Votre voiture, elle va marcher un peu mieux. Si vous avez, c'est sûr, hein, si vous avez une tension au plafond, le débit de filtration glomérulaire, il est un peu supérieur. Parce que la pression dans le glomérule est telle que voilà, votre débit de filtration apparent est mieux. Sauf que votre voiture, elle va tomber en panne plus vite. Si vous avez un moteur un peu fatigué, le mieux que vous ayez à faire, c'est faire la petite mamie qui va au marché, d'aller le moins vite possible, tout tranquillement, et donc en particulier de ne pas faire travailler vos reins. D'accord ? Donc les apports en sel, pas trop importants, 3 à 5 grammes par jour. Pareil, les apports protéiques, pas trop importants. Alors, il ne faut pas non plus faire un régime. Avant, il y avait une mouvance qui disait on limite beaucoup les apports en protéines. Le problème, c'est que les patients, ils sont déjà dénutris. Donc, si en plus on leur interdit de manger de la viande, ça se passe mal. Donc, 0,8 à 1 gramme kilo jour, c'est pas mal. Et alors, la dernière recommandation, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas trop ce qu'il faut vous dire. Dans tous les dogmes, on disait maintenir une hémoglobine entre 12 et 13 grammes par décilitre. Le problème, c'est qu'il y a un article qui est sorti dans le New England il y a 3 semaines, je crois, qui a testé en fait le PO en préventif chez des diabétiques de type 2, en disant est-ce que c'est vraiment néphroprotecteur, comment ça se passe. En pratique, l'effet néphroprotecteur, il n'était pas si clair que ça, et surtout, ils ont tous fait des AVC. Enfin, il y avait quand même un surnombre d'AVC chez les gens traités par EPO. Donc je suis un petit peu embêtée, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un seul article, certes dans une revue prestigieuse, mais c'est un seul article contre beaucoup qui ont tendance à montrer que l'anémie est un facteur aggravant de la fonction rénale. Donc pour l'instant, je pense mettez qu'on traite l'anémie, mais ayez quand même cette petite notion, je pense que dans les mois qui viennent, ça va s'éclaircir, ayez quand même cette petite notion du fait que ça a été remis un peu en cause. Voilà. Sachant bien sûr que l'autre versant, c'est que si vous ne traitez pas l'anémie, bon déjà les gens sont fatigués, voilà, puis ils vont descendre, et puis souvent ils ont quand même un terrain cardiovasculaire limite, et puis un jour vous allez être obligé de les transfuser. Mais au maximum, il faut essayer d'éviter de transfuser les insuffisants rénaux chroniques, parce que je vous rappelle qu'on va essayer de les greffer. Et à chaque fois que vous transfusez quelqu'un, vous l'immunisez, et donc vous restreignez les greffons auxquels il va avoir accès. Et il y a des patients qui ont été transfusés 4-5 fois et on ne trouve pas de greffons, parce qu'ils sont très immunisés. Donc, quand même, mettez en route le PO suffisamment tôt pour essayer de ne pas avoir à transfuser un patient insuffisant rénal chronique. C'est quand même beaucoup gréver son pronostic ultérieur et sa possibilité de transplantation. Voilà, donc ça, c'est les commandements de la néphroprotection. Il y en a 10. Donc, vous faites une petite liste, vous la récitez 2-3 fois sur un papier, c'est hyper important. Le micro. Ah, quoi ? Donc la question c'est est-ce qu'il faut connaître 3 à 5 grammes par jour de sel déjà je pense que maintenant que tu m'as posé la question tu l'auras retenu, mais régime peu salé, voilà, tu n'es pas obligé de préciser 3 à 5 grammes. 3 à 5 grammes c'est pour vous, de toute façon pour savoir précisément combien mange un patient c'est pas évident, enfin, tu sais que tu peux le faire sur le YonoU à domicile, mais bon voilà, donc mais régime peu salé, l'idée c'est de faire moins pisser du sel par les reins et moins travailler les reins. Alors, quel traitement on instaure chez le patient ? Il y a beaucoup de choses encore. Est-ce que tu veux te lancer ? Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, prise en charge à 100%. Oui. Traitement, donc hypotenseur, IEC, ramipril. Oui. Tu n'es pas obligé de donner un nom de médicament, mais oui, oui. Alors, il y a un petit bémol. Tu sais que les IEC, c'est hyperkaliémiant. Ça fait monter le potassium. D'ailleurs, quand tu prescris un IEC chez un insuffisant rénal chronique, tu vas surveiller sa fonction rénale et son potassium. Peu de temps après, ça dépend un peu de son chiffre de potassium et de sa créate, mais au maximum 2 semaines après. Donc là, il a déjà 5-6 de potassium. Pépère, moi, je ne mettrai pas son IEC tout de suite. Il va falloir le mettre, soit un IEC, soit un ARA2. Mais j'attendrai d'abord de contrôler sa kaliémie avant de lui mettre, parce que sinon, il va monter à 7 et tu vas être dans les soucis. Ok. Alors, EPO. Oui.
Tardiféron, supplémentation martiale, mais est-ce qu'on avait dosé la ferritine ou le fer? On n'a pas dans le bilan, mais effectivement, tu dépistes et tu traites une carence martiale. Alors souvent, comme c'est des patients déjà qui sont en mauvais état général, que le fer c'est pas très bien absorbé, et en plus le fer chez l'insuffisance rénale chronique c'est encore moins bien absorbé, souvent on met le fer par voie intraveineuse, ça s'appelle le vénofer. Et c'est beaucoup mieux toléré, c'est une perfusion. Soit tu le mets dans la dialyse si les patients sont dialysés, sinon tu peux les hospitaliser pour perfusion de vénofer en hôpital de jour. Tu fais 1 ou 2 perfs, ils sont rechargés en fer et ils n'ont pas mal au ventre, le caquet noir et la diarrhée et les constipations et les ballonnements de la prise de fer. Et c'est beaucoup mieux pris, enfin absorbé. Ok. Pour l'hypocalcémie, je mets du carbonate de calcium. Oui. Alors, vas-y, continue jusqu'au bout et puis après on va en discuter. Règles hygiéno-diététiques. Donc, en fait, les 10 commandements, quoi. Ouais, oui, les 10 commandements, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, le traitement de l'acidose. Alors, il y a un truc que tu as oublié, que tu aurais dû marquer sur ton brouillon normalement, et où tu as un 0 là pour l'instant. Ah. Oxygène. Oui, tu peux lui mettre de l'oxygène, effectivement. ECG. Oui, et puis... arrêt des médicaments néphrotoxiques, arrêt du tabac. Le tabac, ouais. Il fume. Il a très haut risque cardiovasculaire, et il faut qu'il arrête. Hein. De toute façon, il risque d'avoir des artères déjà dans un état catastrophique depuis le temps que ça évolue, son truc. Donc, s'il fume, il est cuit à 5 ans, la mortalité, elle est très, très élevée. Hein. Ok. Donc, on va se le refaire dans l'ordre. Donc, la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc on met un traitement, donc il va falloir mettre dans un deuxième temps IEC ou ARA2, mais dans un premier temps, on peut mettre un médicament non hyperkaliémiant. Donc on peut mettre un inhibiteur calcique, un diurétique, éventuellement un bêta-bloquant après avoir vu un petit peu où il en est sur le plan cardio. La prise en charge des œdèmes, parce qu'il est plein comme un œuf, donc régime désodé et diurétique de Lens. Donc je vous rappelle, les diurétiques de Lens, c'est les seuls diurétiques qui sont autorisés quand on a moins de 40 millilitres de clairance. Les autres ne sont pas dangereux, sauf les anti-aldostérones, parce que les anti-aldostérones, c'est hyperkaliémiant, donc c'est pas de très bon goût de le mettre chez un patient qui est déjà hyperkaliémique. Mais par exemple, les thiazidiques, c'est pas dangereux chez quelqu'un qui a moins de 40 minutes de clairance, mais ça ne marche pas. Alors c'est pareil, il faut mettre une dose de l'Azilix qui est adaptée à la fonction rénale. C'est pas rare d'entendre aux urgences, par exemple, est-ce que tu peux venir, j'ai un patient presque en OAP, il a 400 de créate, ah bon, tu as fait du Lazilix? Oui, mais il pisse pas. Et quand on y va, le patient, il a eu 20 mg de Lazilix. C'est pas du tout les bonnes doses. Normalement, on compte, alors j'avais un chef qui disait, c'est pour avoir une idée, hein, mais on compte 40 mg de Lazilix pour 100 micromoles de créate. Donc si on a 100 de créate, c'est pas la peine de mettre moins de 40 mg de Lazilix. Si on a 200, il faut mettre 80, 300, 120, etc. Il faut compter à peu près comme ça. Ensuite, la prise en charge de l'anémie. Donc on a dit dépistage et traitement de la carence martiale et EPO. Et donc, c'est absolument essentiel d'éviter au maximum d'avoir à le transfuser ce patient. Il arrive, il est un peu limite, elle est à 8 g 1, il faut absolument tenir. Bon, bien sûr, il ne faut pas le faire mourir d'un infarctus, voilà, mais au maximum, essayez de ne pas transfuser les patients insuffisants rénaux chroniques pour éviter qu'ils s'immunisent, pour leur garder toutes leurs possibilités pour les greffons. Voilà, ensuite la correction de l'acidose. Donc ça c'est important, hein, puisque ça aggrave le potassium, ça aggrave les lésions osseuses. La correction de l'acidose, elle se fait par bicarbonate. Donc si possible, on met du bicarbonate per-os, donc soit des gélules, soit de l'eau de Vichy. Le seul inconvénient du bicarbonate, c'est qu'en fait, c'est du bicarbonate de sodium et ça apporte du sel. Donc un patient qui est déjà presque en OAP, vraiment en surcharge, il faut peut-être surseoir un tout petit peu avant de lui apporter du bicarbonate parce que sinon, vous allez aggraver les choses. Il faut bien avoir ça en tête. On en apporte quand même, hein, ils sont tous un petit peu en surcharge et on apporte quand même du bicarbonate, mais juste ne le mettez pas au moment où il est en OAP, attendez un petit peu que ça aille mieux. Voilà, donc la prise en charge des troubles du métabolisme phosphocalcique. Alors ça, c'est hyper complexe. En plus, il y a différentes chapelles où chacun fait un petit peu sa cuisine. Donc, en gros, j'ai essayé de vous faire une version simple, voilà, qui soit compréhensible pour vous, mais après, chacun fait un peu à sa manière. Il faut d'abord commencer par corriger l'hyperphosphorémie, parce que
Sinon, ça va être compliqué. Si par exemple on met de la vitamine D alors que le patient est déjà hyperphosphorémique, ça va encore plus faire monter sa phosphorémie. Donc on commence par corriger l'hyperphosphorémie. Pour corriger l'hyperphosphorémie, il faut prendre un chélateur du phosphore. Le chélateur du phosphore, il y en a deux types. Il y a les chélateurs calciques et les chélateurs non calciques. Si on prend un sachet de calcidia, certes, ça fait monter la calcémie, mais surtout, ça chélate le phosphore alimentaire et ça évite de l'absorber, donc ça fait baisser la phosphorémie. Le problème, c'est que, donc je vous ai dit, les dialysés ou les insuffisants rénaux chroniques terminaux, ils ont un état vasculaire très altéré, en particulier avec des calcifications vasculaires. Et il a été montré que plus on donne de calcium, et plus on a des calcifications vasculaires. Donc, un petit peu de calcium, oui, mais surtout les chélateurs du calcium non calciques, et ça, c'est le Rénagel. Voilà. Et juste, c'est quoi la DCI? Le Rénagel, c'est, j'ai un blanc, c'est l'autre, c'était bicarbonate de calcium. Et calcidia, c'est bicarbonate de calcium. C'est du carbonate. Ouais. Voilà. Donc, on fait baisser l'hyperphosphorémie. On dépiste et on traite une carence en vitamine D. C'est-à-dire, vous savez que quand on est insuffisant rénal chronique, on n'hydroxyle pas bien la vitamine D en 1. Donc on a une carence en 1 alpha vitamine D, donc en vitamine D active, mais on peut aussi avoir déjà une carence en vitamine D non hydroxylée, c'est-à-dire c'est sûr l'hydroxylation marche moins bien, mais si déjà le substrat de l'hydroxylation n'est pas présent, on est encore plus carencé. Donc déjà on dépiste une carence en vitamine D classique et on supplémente ça, et si besoin ensuite on peut rajouter du 1 alpha. Et donc on traite l'hypocalcémie avec le calcium et la vitamine D, le 1 alpha. Et si besoin, dans un deuxième temps, on pourra freiner l'hyperparathyroïdie avec ce qu'on appelle des calcimimétiques. En fait, la parathyroïde, elle détecte l'hypocalcémie et donc elle sécrète de la PTH. Et on a mis au point un médicament qui leurre la parathyroïde. Alors on pourrait donner du calcium, mais le problème c'est qu'on a dit que ça altérait l'état vasculaire. Et donc on a mis au point un médicament qui s'appelle le Mimpara, qui trompe la parathyroïde. Le Mimpara, il se fixe sur les récepteurs calciques de la parathyroïde. Il lui fait croire que c'est du calcium, mais en fait, ce n'est pas du calcium, c'est du Mimpara. Donc comme ça, on n'a pas l'effet délétère sur les vaisseaux. Et la parathyroïde est freinée parce qu'elle se dit, en fait, il y a assez de calcium, et donc elle se calme et elle arrête de cracher de la PTH. Donc ça s'appelle un calcimimétique, puisque ça mime le calcium. Voilà, ensuite on prend en charge l'hyperkaliémie. Donc le plus important, la base, ça nous est tous arrivé, mais on commence par faire un régime pauvre en potassium. C'est déjà arrivé, voilà, quand on est interne, qu'on va à toute vitesse dans les salles, etc., on dit « Oh là là, celui-là, je ne comprends pas, il a encore 6 de potassium, et alors on rajoute du KX-salate, et puis en fait, un jour, on le voit à l'heure du goûter, et il enchaîne chocolat cerise. Pas bon. Donc on commence par lui expliquer, on ne mange pas beaucoup de potassium, donc on lui explique que les aliments riches en potassium, je vous rappelle, c'est les fruits, les graines, genre noix, etc. Il y en a d'autres, mais en gros, c'est les principaux, et le chocolat, malheureusement. Voilà. C'est les principaux à connaître. Ensuite, on met des chélateurs du potassium, donc le KX-salate, donc c'est une résine qui va chélater le potassium alimentaire. Et on corrige l'acidose, puisque l'acidose fait sortir le potassium des cellules, ça aggrave l'hyperkaliémie. Il va falloir le renutrir, lui faire arrêter de fumer, comme on a dit. Dépister et traiter la dyslipidémie, donc ça c'est dans les 10 commandements. Et faire un dépistage cardiovasculaire un peu poussé, parce que c'est des patients qui peuvent être gravement coronariens sans le savoir et que ça se révèle par une mort subite. Donc c'est des patients qui doivent avoir au moins, bien sûr, un ECG, une écho-cœur, des dopplers des vaisseaux et éventuellement une épreuve d'effort. Quand il ira un petit peu mieux, parce qu'à 8 grammes, c'est pas très sympa. Voilà, et avec l'OAP, c'est pas très bon, mais il faudra le prévoir. Et par ailleurs, il va être bientôt dialysé. Donc ça, préserver le capital veineux, c'est essentiel. Ça, c'est pareil, transfuser un insuffisant rénal chronique en se disant « Oh, bah, voilà, hein, on le transfuse, et puis alors après, on ne peut pas le greffer. » C'est pareil, piquer un insuffisant rénal chronique, j'en ai déjà vu plein, hein, des patients qui disent « Ah bah oui, au labo, j'ai dit qu'il ne fallait pas me piquer le bras gauche, mais ils ont dit que c'était n'importe quoi, et ils m'ont piqué quand même. » Il suffit de faire une prise de sang. Qui se passe pas très bien, avec un petit hématome ou je sais pas quoi, pour fusiller définitivement les possibilités de voie d'abord sur ce bras. Et c'est quand même extrêmement grave, parce que pour un dialysé, sa voie d'abord, c'est sa vie. Un patient, j'ai déjà vu des patients mourir parce qu'ils n'avaient plus de voie d'abord. D'accord ? Donc c'est vraiment trop bête
de mourir juste parce qu'on a eu une prise de sang un jour au mauvais endroit. Donc un patient insuffisant rénal chronique, on se dit qu'on va le dialyser. Bon là c'est clair, hein, ce monsieur il va être dialysé. On lui garde un bras. En général, on garde le bras contralatéral du bras dominant. Parce qu'une fistule, en fait, c'est un petit peu, ça dépasse, c'est un petit peu gênant, etc. Donc c'est pas très sympa s'il est droitier d'avoir une fistule à droite, ça va le gêner pour écrire, ça va le gêner pour faire tout. Donc on garde le bras gauche. Et on dit, vous n'avez pas le droit, interdiction totale que quiconque vous pique sur le bras gauche. Voilà. Et comme ça, on pourra faire une belle fistule tranquillement, sans être embêté, sans devoir lui mettre un cathéter qui va s'infecter, etc. Voilà. Il va falloir le vacciner contre l'hépatite B. Je vous rappelle que les patients dialysés, on ne sait pas pourquoi, attrapent l'hépatite B en dialyse. On ne sait pas pourquoi. C'est des circuits uniques, c'est des aiguilles uniques, c'est chacun, voilà, la désinfection est parfaite, etc. Et pourtant, les patients qui ne sont pas vaccinés souvent attrapent l'hépatite B en dialyse. Donc c'est très important de les vacciner parce qu'ils n'ont bien sûr pas besoin de ça. Voilà, et il va clairement falloir le dialyser très rapidement, ce monsieur. Hein. Il est presque en OAP, il se gratte partout, il est vraiment terminal. Il faut absolument le dialyser dans les jours qui viennent. Voilà, je vous rappelle, quand on doit dialyser un patient comme ça en urgence, en général, on commence par le dialyser sur un cathéter, parce qu'une fistule ne peut pas se développer tout de suite. On lui fait une fistule, et au bout de 3 semaines, 1 mois, elle devient utilisable, et à ce moment-là, on pourra dialyser sur la fistule. Voilà. Il y a des questions ? Oui, j'ai pas trop bien compris le principe de la fistule en fait. Alors, la fistule. Je suis pas du tout ni chirurgienne, ni... Voilà, je te fais un petit dessin qui va être un peu nul. Donc, tu as une veine et l'artère qui va à côté. Le problème, la problématique de la dialyse, c'est que tu as besoin de quelque chose que tu puisses piquer facilement et qui a un gros débit. Donc tu as besoin à peu près de 300 ml/min. Donc ça, en gros, où est-ce que tu peux le trouver ? Tu peux le trouver dans les gros troncs, hein, la veine cave ou autre, peut donner un débit de 300 ml/min. Mais c'est sûr que si tu piques sur une petite veine périphérique de ton bras, tu vas avoir du goutte à goutte, tu n'auras pas ça. Pour dialyser, tu as besoin d'un gros débit. Donc en fait, on a inventé un système, une fistule. Donc le principe de la fistule, c'est que tu couds ensemble une artère et une veine adjacente. En fait, tu fais un shunt. C'est-à-dire, normalement, ça devrait passer comme ça, vers les capillaires, puis revenir. Et en fait, là, ça va passer directement de l'artère à la veine. Parce que là, tu as une très haute pression. Et là, tu as une pression basse. Et en fait, cette très haute pression qui va se communiquer dans la veine, ça va déjà donner un débit très important qui va te permettre d'avoir ces 300 ml/min. Et en plus, la veine va progressivement se dilater, devenir visible facilement, et c'est ça qu'on va piquer. On va piquer là, on va mettre 2 aiguilles, une qui part à la machine et une qui revient. Donc le sang part dans la machine, est nettoyé dans la machine et revient. Et voilà, c'est ça le principe de la fistule. Il y a des complications, la fistule ? Parce qu'à long cours, ça entraîne des... Oui, alors il y a des complications. Donc c'est pour ça, pour pouvoir le faire, il faut avoir une artère et une veine de belle qualité. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Tu vois, quand tu piques une veine, parfois, elle va s'oblitérer, elle va se thromboser. Et à ce moment-là, tu ne pourras plus faire de fistule. Donc c'est pour ça que c'est très important. Pour revenir à ta question, oui, il y a des complications. Les complications les plus fréquentes, il y a des sténoses, parce que c'est quand même pas extrêmement physiologique, hein, c'est un montage chirurgical. Donc ça peut sténoser, que tout d'un coup le débit devienne faible. Ça peut, si ça se sténose en amont, par exemple au niveau de l'anastomose, il n'y a pas beaucoup de sang qui va passer de l'artère vers la veine. Donc tu vas avoir un débit ridicule, donc tu vas être très embêté pour atteindre le débit dont tu as besoin pour dialyser. Si ça se sténose en aval, tu vas être très embêté aussi parce qu'en fait, la pression va devenir monstrueuse, ça va grossir, ta fistule peut péter. La rupture de fistule, ça arrive, c'est dramatique. Hein, t'imagines un truc en communication avec la peau qui perd 300 ml/min. Bon, ça peut se traduire par des morts subites, hein, clairement. Voilà. La fistule aussi peut se thromboser. Alors, si jamais vous avez un patient, donc si vous ne faites pas de néphrose, ce qui est votre droit le plus strict, si vous avez un patient qui a une fistule, attention, si elle se bouche, vous avez
24-48 heures pour la déboucher en radiovasculaire, après elle est foutue. Et on ne peut pas en faire à 36 endroits des fistules. Donc vraiment, c'est hyper important de bien la garder, de bien la chouchouter, etc. Donc surtout si vous avez Moi, j'ai déjà vu, j'ai trouvé ça dramatique. J'ai eu une patiente dont la fistule s'était bouchée, qui était greffée en rejet chronique, donc elle allait bientôt être remise en dialyse. Et elle a consulté à Péta ou Schnock, je ne sais pas où, pour fistule bouchée. Alors, ils nous ont donné des AINS en crème et elle est rentrée chez elle. Bon, bah, elle nous a revus un mois après, c'était trop tard. Le caillot s'était organisé, à ce moment-là, on ne peut plus déboucher une fistule. C'est très dommage parce qu'elle avait des gros problèmes d'abord vasculaires. On peut, voilà. Donc, surtout, si vous avez un patient qui a une fistule qui se thrombose, vous l'envoyez, vous appelez le néphrologue référent et vous envoyez tout de suite en radiovasculaire pour la déboucher. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour protéger une fistule, on ne prend jamais la tension du côté de la fistule. Parce que c'est logique, si en amont de ça, on serre un grand coup, on va abîmer la fistule. Voilà. C'est plus clair ? Alors, ok, donc la question 6. La question 6, je ne vais pas vous interroger dessus parce que c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez juste, c'est un petit peu familier pour vous, les techniques de suppléance ou... D'accord. Donc on va reprendre. Donc en gros, il y a 3 grandes techniques de suppléance pour l'insuffisance rénale chronique. Pour nous, c'est quand même... bon, bien sûr, moi, je n'ai pas connu cette période-là, mais jusqu'aux années 60, les gens mouraient d'insuffisance rénale chronique. On avait plein de... Quand vous interrogez les patients sur leurs antécédents familiaux, plein qui disent « j'ai une grand-mère qui est morte d'urémie ». Donc, c'est quand même... c'est bien, c'est sympa, la néphron, on a un traitement à proposer, les gens ne meurent pas, normalement. Voilà, donc on a 3 grandes techniques. La première grande technique, c'est l'hémodialyse. Donc, l'hémodialyse... Le principe, en fait, on peut partir de ce schéma-là. Le principe, donc le patient a une fistule, le sang part de la fistule, part dans une machine où il y a des échanges, c'est le principe de la dialyse est compliqué, hein, mais en gros, il y a des échanges qui se font avec une solution un peu idéale. Donc les déchets partent dans la solution, les trucs qui manquent au patient partent de la solution vers le patient, par exemple le bicard, et ensuite reviennent au patient. La version la plus classique, c'est de faire ces séances 4 heures, 3 fois par semaine. Donc par exemple, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, on va faire sa séance de dialyse. Voilà, donc l'avantage, il y en a plusieurs, c'est on est malade qu'au centre de dialyse. Quand on rentre chez soi, on a des médicaments à prendre, mais on ne ramène pas le problème de la dialyse à la maison. Le deuxième avantage, bon ça c'est un peu psychologique, mais c'est important à dire aux patients quand même. Le deuxième avantage, c'est que c'est la seule technique qui permet une bonne déplétion hydrosodée. C'est-à-dire un patient qui ne pisse plus, et au bout d'un certain temps de dialyse, la plupart des patients ne pissent plus, tout ce qu'il boit va aller dans ses poumons et donc les patients ne doivent pas boire beaucoup entre les séances de dialyse. C'est quand même extrêmement contraignant. Si on est en dialyse péritonéale, on peut enlever très peu d'eau avec la technique de dialyse péritonéale. Si on est en hémodialyse, on peut enlever beaucoup d'eau. Ce qui n'est pas une raison pour boire n'importe comment entre 2 séances et arriver en OAP à chaque nouvelle séance, mais c'est bien de pouvoir faire une bonne déplétion hydrosodée. Les inconvénients, c'est ce qu'on a dit, c'est la fistule avec ses complications, les problèmes de voie d'abord. Quand on a un cathéter à la place d'une fistule, donc un patient qu'on doit mettre en dialyse rapidement et chez qui on n'a pas eu le temps de créer une fistule à l'avance, on va devoir lui mettre un cathéter. Donc soit un cathéter fémoral dans la grande urgence, soit sinon un cathéter en jugue. Et en fait, ces cathéters se compliquent en particulier d'infection et de thrombose. Donc c'est quand même une grande source d'hospitalisation, les complications de la voie d'abord. Voilà, le fait de devoir aller à son centre 3 fois par semaine et que le jour où on veut partir en vacances, faut trouver un centre de dialyse juste à côté qui vous prenne 3 fois par semaine et que si on saute une séance, ça peut très mal se passer. Voilà, donc ça c'est quand même contraignant. Et comme on peut retirer pas mal d'eau et de sel, il y a des gens qui tolèrent mal en fait. Quand on les déplète, il y a des gens qui font des hypotensions, qui vomissent, etc. Donc ça peut être mal toléré les séances. C'est quand même, donc ça c'est la version classique de l'hémodialyse, il y a plus subtil. Il y a des hémodialyses longues nocturnes, il y a des gens qui vont dormir à leur centre de dialyse 3 fois par semaine et qui sont dialysés toute la nuit. Il y a l'hémodiafiltration qui est une version un petit peu différente, etc. Mais bon, donc la version la plus classique c'est 4 heures 3 fois par semaine. La deuxième technique d'épuration, c'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Donc la dialyse péritonéale, le principe, c'est qu'on a donc un tuyau qui va dans le péritoine, qui s'appelle le cathéter de dialyse péritonéale, et on va utiliser le péritoine comme une membrane d'échange semi-perméable. C'est-à-dire, le principe va être le même, on met dans le ventre le dialysat, qui est un liquide à composition idéale, disons,
Et les échanges vont se faire à travers le péritoine entre le dialysat et le patient, pour que tout s'équilibre. Le potassium va partir dans le dialysat, l'urée va partir dans le dialysat, le bicarbonate va passer du dialysat vers le patient. Le seul problème, c'est que quand on fait ça, cette technique, on a du mal à enlever de l'eau et du sel. On a du mal à faire une déplétion. Donc souvent, quand on est en dialyse péritonéale, il faut avoir au moins une durée de résiduelle. C'est-à-dire si on ne pisse pas entre les séances, on va avoir du mal à enlever les 2 litres qu'on a bu entre 2 séances avec la dialyse péritonéale. Voilà. Donc il y a 2 types de dialyse péritonéale, juste pour que vous sachiez, je ne sais pas si c'est important pour l'internat, mais pour avoir une idée de comment ça se passe, que vous aurez sûrement à un moment ou à un autre un patient en dialyse péritonéale. Il y a ce qu'on appelle la dialyse péritonéale automatisée. Donc ça, moi je trouve ça très sympa pour les patients jeunes qui travaillent. En fait, la journée se passe normalement. Et le soir, avant de se coucher, on se branche à un cycleur. Donc c'est une machine qui va faire les échanges toute la nuit. Et pendant qu'on dort, la machine met du dialysat propre, attend que les échanges se fassent, le reprend, remet du dialysat propre, attend que les échanges se fassent, le reprend et fait plusieurs cycles comme ça pendant qu'on dort. Et quand le matin arrive, on a fini d'être dialysé, on se débranche et on fait sa journée normalement. Donc ça, c'est la dialyse péritonéale automatisée. Vraiment pas mal pour les patients jeunes actifs qui travaillent. Et sinon, il y a la dialyse péritonéale qu'on appelle continue ambulatoire. Donc ça, en fait, c'est le patient qui manuellement va faire ses échanges au cours de la journée. Il se lève le matin, il se branche à sa poche, il attend une demi-heure. Une fois que son ventre est plein, il débranche, il fait sa petite vie pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, il vide son ventre. Il se branche à une poche vide et il attend que par gravité, ça s'en aille. Ensuite, il se rebranche à une poche pleine, il remplit son ventre avec du dialysat propre, il se débranche, il vit sa petite vie pendant 4 heures, etc. Donc ça, c'est l'autre technique de dialyse péritonéale, ça s'appelle continue ambulatoire et les échanges sont faits manuellement. Voilà. Donc l'intérêt de la dialyse, moi je trouve l'un des gros intérêts de la dialyse péritonéale automatisée, c'est de garder des journées normales. Le problème, c'est que ça ramène la maladie à la maison. Il faut accepter d'avoir son appareil de dialyse à côté de son lit. C'est une technique plus douce. Hein. Souvent, les gens ne font pas d'hypotension, de vomissement, etc., comme quand on les dialyse un peu brutalement sur 4 heures en hémodialyse. Le problème, c'est qu'il y a des contre-indications à la technique. Quand on a des antécédents chirurgicaux un peu importants, quand on pisse plus, si on n'en pisse plus, c'est quand même très très compliqué d'être en dialyse péritonéale. Quand on a des, voilà, qu'on habite dans un foyer et que je sais pas quoi, tout ça c'est pas possible de faire la dialyse péritonéale. Et puis en plus, c'est des poches qui sont énormes, on en utilise plusieurs par jour, donc il faut quasiment une pièce pour les stocker. Donc voilà, dans un studio parisien, c'est pas possible non plus. Voilà, voilà. Voilà, et donc la troisième technique d'épuration, c'est la transplantation rénale. Donc la transplantation rénale, les limites sont un petit peu repoussées. Hein. Classiquement, on peut transplanter les gens jusqu'à 70 ans, mais ça arrive de transplanter des patients de plus de 70 ans quand ils sont en bon état général. On a quand même un gros problème sur les greffons, parce qu'on n'a pas assez de donneurs. Voilà. Donc les gens restent assez longtemps en attente, sauf s'ils ont un donneur vivant. On va en parler un petit peu après. Et ça a été très bien montré par les études. La transplantation rénale, c'est le moyen de vivre avec une meilleure qualité de vie et plus longtemps. C'est vraiment le traitement de l'insuffisance rénale chronique qui marche le mieux. Les gens voilà, ont une survie qui est quand même nettement meilleure. Et voilà, parce que ce que je ne vous ai pas dit sur les autres techniques, c'est que ça marche, mais ça marche moins bien que des vrais reins. En particulier, il y a un certain nombre de toxines urémiques qui ne sont pas épurées par les dialyses, ni l'hémodialyse, ni la dialyse péritonéale, qui s'accumulent chez le patient et qui font que même quand on est dialysé, on a des vaisseaux qui vieillissent à toute vitesse et on fait un infarctus à 30 ans. Voilà. Donc ça, la transplantation rénale, c'est vraiment top. Le problème, c'est qu'il faut une bonne observance. Et ça, c'est pas évident, surtout chez les patients qui ont une pathologie chronique. Et il y a des complications. On tue forcément un certain nombre de gens en les transplantant. Il y a des rejets, il y a des infections, il y a des cancers qui sont directement liés à la transplantation. Voilà, il veut savoir qui dans sa famille peut lui donner un rein, qu'est-ce qu'on lui répond. Donc le donneur vivant, c'est une très bonne manière de répondre à la problématique du manque de greffons, d'autant plus que en général c'est des beaux greffons. Hein, faut voir quand on a des appels de greffe dans les services, c'est alors on vous appelle pour un monsieur de 65 ans diabétique qui est mort d'un AVC hémorragique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours très envie de transplanter son rein. Voilà, quand c'est le mari ou la femme de 30 ans en pleine santé, c'est sûrement un beaucoup plus beau rein. Avec une ischémie froide plus courte, etc. Donc ceux qui peuvent donner des reins. Alors effectivement, donc il y a les parents, classiquement, c'est parents, frères, sœurs, enfants. Mais ça a été étendu depuis la loi de bioéthique de 2004. Maintenant, c'est aussi les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins germains, le mari, la femme,
Et même tout concubin, on n'a pas besoin d'être marié, tout concubin vivant depuis plus de 2 ans avec la personne. Le critère, le seul gros vrai critère important, c'est le groupe ABO. Sauf exceptionnel, mais c'est très rarement le cas, on ne greffe pas en ABO incompatible. Alors en fait, ça suit les règles de transmission ABO comme pour une transfusion. C'est-à-dire qu'un donneur O peut donner un receveur B, mais un donneur B ne peut pas donner un receveur O. Voilà, et le résus, on s'en fiche. Par contre, on suit ABO. On se fiche du résus. C'est pas important pour la transplantation. Par contre, ABO, c'est important. Et on se fiche aussi pas mal de la compatibilité HLA. Hein, les transplantations avec le mari ou la femme sont très bons. Et en général, il n'y a aucune compatibilité HLA et le résultat est très bon. On regarde de moins en moins ça. Ouais, tiens, hop. L'intérêt de dire que c'est la famille au premier ou au deuxième degré, ou le concubin, en fait, c'est pour des raisons, un peu psychologiques, vu que c'est qu'une question de groupe, finalement. C'est pour des raisons financières, enfin, éthiques. Éthique, ouais, voilà. C'est pour pas payer, un sans-papier pour qu'il aille te donner un rein. Oui. Voilà. Il y en a qui font. Hein. Il y a des patients qui se font greffer à l'étranger, et avec les condamnés à mort chinois ou des choses comme ça, et qui reviennent ensuite se faire suivre en France. Mais on n'aime pas beaucoup ça.